Bonjour à tous, je m'appelle Swad et vous êtes sur Shahil, l'acronyme pour Sharing to Heal, un podcast pour dire, sentir et guérir. Ici, nous parlons des questions de santé mentale et de bien-être au Cameroun et avec une vocation africaine. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un invité. Je lui laisserai le soin sans plus tarder de se présenter. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour madame et merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien, je vais bien, merci. Ma première question est, si vous deviez expliquer à un parent ce que vous faites dans la vie au quotidien et ce parent-là ne connaît rien de la psychologie, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, je suis le professeur Joachim Baningel. Je suis psychologue clinicien et enseignant à l'Université de Yaoundé 1 au département de l'éducation spécialisée. Alors, un psychologue, c'est tout simplement un expert dans le domaine des sciences humaines qui s'occupe du comportement. Alors, comportement, c'est quoi? Le comportement, c'est les manières d'être de faire, ce qui relève, n'est-ce pas, de l'observable. Donc, nous étudions, j'étudie, n'est-ce pas, si je peux expliquer simplement, c'est celui quand vous avez, n'est-ce pas, des problèmes, quand ça ne va pas, quand vous avez un déséquilibre sur le plan comportemental, sur le plan mental, sur le plan psychique, vous venez me voir, c'est ce que je fais au quotidien. En faisant mes petites recherches sur vous, j'ai trouvé que vous vous intéressez particulièrement à l'enfant. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous définirez simplement ce qu'on peut appeler la souffrance psychique chez l'enfant? Alors, la souffrance psychique, c'est un malaise interne qui n'est pas verbalisable et qui se traduit par un déséquilibre sur le plan du développement, sur le plan, n'est-ce pas, des besoins affectifs, des besoins cognitifs, des besoins émotionnels et relationnels. C'est-à-dire que il y a un déséquilibre entre ce besoin et les ressources internes que le sujet doit mobiliser, n'est-ce pas, pour faire face justement à ce déséquilibre-là. Donc c'est ça la souffrance psychique. Donc c'est ça. C'est-à-dire que le développement normal d'un enfant, généralement, se joue au niveau du domaine cognitif, du domaine affectif, du domaine émotionnel, du domaine relationnel. Alors lorsqu'il y a donc un déséquilibre sur tout ce plan-là, effectivement, l'enfant ressent un malaise et c'est ça qui s'exprime à travers la souffrance psychique. D'accord, c'est très intéressant. Quels sont donc les signes qui peuvent nous alerter et nous dire que cet enfant-ci peut souffrir, et surtout quand l'enfant ne parle pas encore ou a peut-être des troubles qui affectent son langage? Alors, les premiers signes, on le voit au niveau du vécu subjectif de détresse. C'est-à-dire l'enfant pleure, l'enfant crie, l'enfant a des angoisses, l'enfant a un sentiment d'insécurité, l'enfant a une sensation justement de ne pas bien se porter. Et en ce moment-là, c'est des signes, c'est des signaux d'alerte qu'il faut il faut déjà commencer à s'inquiéter pour mobiliser déjà des ressources. Il faut une réponse justement de l'environnement, de l'entourage pour permettre à l'enfant de se sentir un peu à l'aise. Parlant de l'entourage, est-ce qu'il y a quelque chose que la famille ou les proches de l'enfant peuvent faire qui peuvent justement aggraver la situation dans laquelle il se trouve déjà? Si on sait qu'il souffre, qu'il a des problèmes peut-être psychiques ou même d'un autre ordre, comment est-ce que la famille peut contribuer à ça? Déjà, est-ce que c'est possible? Oui, disons que la famille est d'abord le premier remède de l'enfant. Et le premier remède de l'enfant sur ce plan, c'est au niveau affectif. Au niveau affectif, il faut d'abord que les parents se rendent compte que l'enfant ne va pas bien. L'enfant ne va pas bien. Est-ce que
Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a des insomnies? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il se plaint? Donc, lorsque les parents se rendent compte, parce que justement tout part d'abord au niveau de la relation mère-enfant, parce que la relation mère-enfant doit d'abord bien être structurée. Alors, si la maman n'a pas assez de temps, si le père lui-même, bon, c'est vrai que les parents ont souvent ils sont pas toujours là, mais Les papas. oui, les papas ne sont pas toujours là, mais les mères doivent jouer un rôle très important au niveau de la relation. Il faut d'abord une bonne relation qui doit être bien structurée. Donc, lorsque la relation n'est pas assez bien structurée, l'enfant peut justement avoir cette sensation-là. Alors, donc, les parents doivent donc justement se rendre compte du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour mobiliser justement ces ressources-là afin de venir en aide justement à l'enfant. Donc l'entourage doit jouer un rôle. L'entourage doit toujours être assez mobilisé pour pouvoir répondre justement aux sollicitations de l'enfant. D'accord, mais ce que vous me dites me fait penser à quelque chose. Très souvent, j'entends les mamans dire que oui, l'enfant a un problème, je trouve que ça ne va pas. Et le papa dit non, tu exagères, il n'a pas de problème. Si on se retrouve dans ce cas-là, par exemple, surtout dans la recherche de traitement ou bien d'aide externe, qu'est-ce que vous conseillez aux mamans? Non, ce que je peux dire aux mamans, c'est d'être à l'écoute des besoins de l'enfant, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan relationnel ou alors sur le plan, n'est-ce pas, du développement cognitif. Quand je dis qu'il faut être justement à l'écoute de l'enfant, c'est que l'enfant, lui, il s'exprime à travers le corps. Voilà, il s'exprime à travers le corps et l'enfant ne parle pas. Tout à l'heure, quand je définissais justement la souffrance psychique, j'ai dit que ce malaise interne est non verbalisable. C'est-à-dire l'enfant ne peut pas vous dire que j'ai ceci, voilà. Mais vous allez voir ça à travers justement ce que le corps exprime, ce que les symptômes, n'est-ce pas, nous démontrent. Et c'est à partir de là. Donc, dire que l'enfant n'a pas de problème, ça veut tout simplement dire qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas justement observer. Donc, il faut savoir bien observer l'enfant. Et déjà, on ne fait pas un enfant parce on a déjà une certaine expérience. Donc, quand vous avez justement cette expérience-là, il faut toujours savoir ce qu'il faut faire. Donc, ce que je peux dire, n'est-ce pas, aux parents, c'est tout simplement de bien observer l'enfant. Et quand vous vous rendez compte que il y a un domaine qui ne marche pas bien, vous pouvez apporter des premiers soins. Et lorsque les premiers soins, vous vous rendez compte que ça ne tient pas, vous pouvez justement solliciter un expert qui va vous aider à mieux comprendre et à mieux aider l'enfant justement à bien se porter. D'accord. Quand on parle de premiers soins, quand on a déjà observé, on s'est rendu compte que, ok, il y a un problème avec cet enfant. Quelles sont les premières actions qu'on peut mener? Non, mais les premières actions qu'on peut mener, il faut d'abord localiser où se trouve le problème. Est-ce que le problème est au niveau biologique? Est-ce que le problème est au niveau psychologique? Est-ce que le problème est au niveau, je sais pas, physiologique? Donc, comme moi je suis psychologue, je vais essayer de donner, n'est-ce pas, les éléments sur le plan biologique. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau, n'est-ce pas, du vécu subjectif, n'est-ce pas, de détresse, on peut se rendre compte du fait que l'enfant ne se sent pas bien. C'est-à-dire que il y a des angoisses, il pleure tout le temps, il ne dort pas bien, il ne joue pas, il se replie, il se replie toujours, il ne mange pas, il ne tète pas. Bref, il y a quand même quelque chose déjà sur le plan psychologique qui ne va pas. Alors, tout cela peut faire en sorte que peut-être c'est l'environnement qui est assez anxiogène. Voilà, l'environnement est assez anxiogène. Peut-être que les parents eux-mêmes ne sont pas... ils sont source, n'est-ce pas, de stress justement pour l'enfant. Alors, il faut d'abord voir, est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que le problème est au niveau de son habillement, sa nutrition, ainsi de suite? Donc, les premiers soins, il faut d'abord s'examiner. Qu'est-ce qu'on a fait pour produire justement ce malaise que l'enfant est en train de justement d'avoir, de manifester? Donc, quand vous vous examinez d'abord, vous essayez d'abord d'évacuer
Et au fur et à mesure, tous les dysfonctionnements, n'est-ce pas, qui se passent au niveau de la maison. Oui. Et il y a aussi les frères et sœurs, hein, même les frères et sœurs Faut doivent, observer. oui, justement, doivent observer. Et au fur et à mesure que vous éliminez, vous allez vous rendre compte que non, la situation est un peu plus grave et on peut consulter donc, n'est-ce pas, un expert pour mieux répondre à aux besoins de l'enfant. Donc, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que les besoins relationnels, les besoins affectifs, les besoins cognitifs, justement dans le développement, les besoins émotionnels, tout cela doivent être mieux canalisés pour permettre à l'enfant de vivre une vie infantile assez correcte. D'accord. Et maintenant, si le bilan est établi, quelles sont les erreurs que vous observez souvent, vous, en tant qu'expert, chez les parents ou bien chez les éducateurs qui sont en contact avec ces enfants-là, que ce soit par exemple les parents, la famille éloignée ou même les éducateurs? Alors, madame, les erreurs que j'observe souvent, c'est déjà l'automédication. C'est vrai qu'on dit souvent que tout le monde est psychologue, mais il faut un expert hein, pour comprendre justement ces comportements. Tout à l'heure, j'ai parlé des premiers soins, mais lorsque ça se complique, il faut déjà chercher justement à mieux comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel problème. Parce que seul, on ne peut pas, mais avec justement un expert qui peut vous aider à mieux comprendre justement pourquoi l'enfant a tel ou tel problème, ça peut vous aider. Oui. Donc, les différentes erreurs, il y a d'abord l'automédication, il y a d'abord le fait que parfois on néglige souvent. Oui. Effectivement, c'est là le véritable problème justement des parents. On dit, bon, ok, ça va passer, il n'y a aucun problème. C'est les caprices. C'est les caprices, voilà. Mais au fur et à mesure qu'on néglige les caprices vont justement se compliquer. Oui. Et après, l'enfant va justement devenir, développer justement des troubles de comportement et ces troubles-là justement il va grandir avec ces troubles-là et puis va justement devenir ces troubles vont devenir de plus en plus chroniques et il va grandir avec justement ces maladies, ce trouble de comportement, ces maladies mentales difficiles maintenant justement à prendre en charge. À gérer quand ça s'est déjà établi dans le temps. Tout à fait. Et maintenant, en parlant de ce qu'est automédication, est-ce que par exemple aller sur Internet, taper, comme ce qu'on fait souvent ou bien aujourd'hui avec ChatGPT, je pense que vous connaissez l'intelligence artificielle, aller taper tous les symptômes et voir et dire que moi on m'a dit que mon enfant là il fait la dépression, hein, etc. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est ce qu'il faut faire ou bien est-ce que c'est quand même un premier recours? Non, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà bien quand même qu'un parent sache que mon enfant a tel ou tel problème. C'est-à-dire, il peut aller sur l'intelligence artificielle, il dit que mon enfant se comporte comme ceci, il a quel problème. Mais maintenant, la solution qu'on donne, c'est là où il faut faire très attention. C'est au village qu'on l'a gâté. Oui, c'est là où il faut faire très attention parce que je me souviens, il y a un enfant qui est allé demander comment on peut se suicider. Voilà. Effectivement, l'intelligence artificielle lui a donné des éléments et puis après... Oui, ça avait fait scandale, les parents ont même tout à fait. Donc, il faut se renseigner, il faut être curieux, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre en considération, n'est-ce pas, tout ce qu'on vous donne là-bas comme solution. C'est la raison pour laquelle il faut toujours rencontrer un expert, parce que l'expert va effectivement... Parce que justement, les problèmes ne sont pas les mêmes. L'enfant qui manifeste peut-être qui ne dort pas, ça peut ne pas être justement un problème d'insomnie. Ça peut être un malaise, peut-être qu'il a constaté que les parents bagarrent beaucoup. Et un expert peut venir se rendre compte quand il vous examine, quand il vous consulte, il se rend compte qu'effectivement dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, quand vous consultez l'intelligence artificielle, elle va vous dire que si l'enfant ne dort pas, c'est parce que là, ce sont des problèmes généraux. Donc, les problèmes généraux ne sont pas des problèmes spécifiques. Oui, donc il faut toujours justement se rendre auprès d'un expert pour mieux savoir quel est le véritable problème de l'enfant. D'accord. Oui, mais on reste quand même au Cameroun. L'accès aux experts est très limité. Qu'est-ce que vous conseillerez aux familles qui n'ont pas justement un accès direct aux experts? Ce que je constate au Cameroun, effectivement, l'accès aux experts est limité. Non pas parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut les trouver, mais c'est parce qu'on a aussi cette paresse-là de pouvoir chercher. C'est-à-dire que, je prends le cas, c'est-à-dire nous formons des éducateurs spécialisés, nous formons des psychologues, mais combien
Combien de parents ont recours justement aux éducateurs spécialisés, aux psychologues? Pas du tout. Non pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des institutions qui les forment, mais c'est parce qu'il y a cette paresse-là. Il y a toujours ce petit recours-là, le voisin du quartier, voilà comment j'ai trouvé une solution. Et puis, je peux aussi chercher, n'est-ce pas, à donner conseil, n'est-ce pas, à mon voisin pour trouver justement cette solution-là. Il y a cette paresse-là et il faut vraiment éviter cela. Actuellement, franchement, il ne peut jamais avoir quelque chose sans son contraire. Il y a toujours une solution à tout ce que nous avons dans la société. Donc, les experts sont là. Non, les experts sont là. Les parents et les les experts enfants. sont là prêts à accompagner les parents. Mais sauf que les parents ne font pas des efforts pour aller vers ces experts-là. Les parents vont vous écrire, oh, mais c'est pas des professeurs, les parents vont vous écrire. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, si je résume, tout se situe vraiment dans le caractère de l'observation d'abord en ce qui concerne les enfants. Il faut vraiment observer le comportement de l'enfant. Et parce que généralement, tous les enfants, un enfant normal a un comportement typique. Lorsque vous vous rendez compte que l'enfant, son comportement change au fur et à mesure, et il se rend compte, par exemple, peut-être en milieu scolaire, vous voyez comment les enfants jouent, lui ne joue pas. Vous voyez comment les enfants apprennent, ils ont de très bonnes notes, ils évoluent à l'école. Votre enfant, justement, lui, il a un retard. Les enfants, n'est-ce pas, bref, ils ont un comportement, ils sont épanouis. Votre enfant n'est pas épanoui. Quand vous observez ce type de comportement, il faut déjà s'inquiéter. D'accord. Et quand on parle maintenant du soin ou bien de l'accompagnement de ces enfants-là, à quoi est-ce qu'on fait réellement référence? Un parent qui nous écoute, par exemple, comment est-ce qu'il peut se préparer en se disant que ok, je vais aider mon enfant? Quelles sont les étapes ou même le traitement? Comment concrètement est-ce que ça se... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'abord des premiers soins. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le parent lui-même fasse un diagnostic. Un premier diagnostic. Alors, ce premier diagnostic va d'abord faire en sorte qu'il s'auto-ausculte d'abord lui-même. Est-ce que le problème ne vient pas de moi? Voilà. Au fur et à mesure, quand ça se complique, il peut donc dire que je suis vraiment inquiété par la persistance de ce comportement. Et quand il est très inquiété par la persistance de ce comportement, là, il peut donc solliciter justement des experts, peut donc solliciter un expert. Et l'expert, quand il va arriver, va d'abord faire le diagnostic. Il va d'abord faire le diagnostic, il va faire le diagnostic, l'évaluation et maintenant engager la prise en charge. Et la prise en charge, justement, c'est en fonction de ce qu'il a observé. Et ce qu'il a observé, ça dépend. Ça dépend parce que, vous savez, il y a les enfants, il y a plusieurs types d'enfants. Il y a les enfants à besoins spécifiques. Oui, voilà, c'est qu'on appelle les enfants à besoins spécifiques, comme par exemple les enfants qui vivent avec un handicap. Ça peut être le handicap mental, ça peut être le handicap social, ça peut être le handicap psychique. Donc, quand c'est un handicap mental, par exemple, si c'est un enfant autiste, je me souviens, pas plus tard qu'hier, il y a une de mes étudiantes qui a commencé à s'inquiéter, qui me dit que effectivement son mari ne voudrait pas accepter que son enfant soit autiste. Or, les papas quand or, les symptômes, les symptômes justement qu'elle est en train de décrire sont effectivement les symptômes qu'on reconnaît justement chez un enfant autiste. Donc, quand vous avez ce déni-là, quand vous ne voulez pas reconnaître, donc il y a d'abord le fait d'accepter. Quand votre enfant vit avec un handicap, il faut accepter et mobiliser très très vite justement la prise en charge qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse agir tôt pour réduire la charge justement du handicap. Parce qu'effectivement, vivre avec un enfant handicapé, c'est un problème. C'est un problème. Mais ce n'est pas quand même... Non, c'est pas... C'est pas vraiment une condamnation. Non, c'est pas une condamnation. C'est-à-dire que bon, mais je dis tout simplement que il y a d'abord, dans un premier temps, le désir d'enfant. Un parent ne peut pas désirer faire un enfant effectivement qui va vivre avec un handicap. Mais maintenant, quand ça arrive, il faut d'abord accepter. Et effectivement, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que
le mari, justement, de mon étudiante, là, ne voudrait même pas, elle a même dit à son étudiant que je ne voudrais même pas accepter que mon enfant soit autiste. Je ne voudrais même pas. Or, le problème, c'est quoi? C'est que on se rend compte justement de la lourdeur, justement, du fait que le handicap, c'est déjà la fatalité. Mais quand c'est déjà là, on ne peut plus. Donc, il faut tout ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut mobiliser vite les moyens de prise en charge, c'est-à-dire diagnostiquer, faire l'évaluation et engager la prise en charge. Et chez les enfants à besoins spécifiques, plus on s'y prend tôt, plus on réduit la charge justement du handicap. Et moins on néglige, moins on accepte justement cette charge-là et plus on a des difficultés plus tard parce que l'enfant va avoir des comportements bizarres un peu plus tard. Et il ne pourra pas s'intégrer. Non, il ne pourra pas, il aura des difficultés d'intégration et de socialisation avec le développement cognitif qui sera retardé, le développement affectif qui va aller dans tous les sens, le développement psychomoteur qui ne va pas bien fonctionner. Bref, l'enfant aura des difficultés franchement lorsqu'on va négliger la prise en charge un peu plus tôt. Donc, en ce qui concerne les enfants à besoins spécifiques dont vous nous parlez, c'est souvent très facile de les diagnostiquer tôt, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est facile de les diagnostiquer. C'est-à-dire que, généralement, lorsque l'enfant naît, il communique avec les réflexes. Il y a les réflexes de succion, le réflexe de Moro, le grasping réflexe. Et quand l'enfant communique pas, ne répond pas justement à ces sollicitations environnementales, il faut déjà savoir qu'il y a un problème. Donc, à ce niveau, parce que à un moment dans le développement, par exemple, le développement psychomoteur, l'enfant doit s'asseoir à partir d'une certaine période. L'enfant doit bien dresser sa tête à partir d'une certaine période. L'enfant doit marcher à partir d'une certaine période. L'enfant doit émettre certains sons à partir d'une certaine période. Donc, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a justement ce problème, il faut agir, il faut s'inquiéter, il faut une réponse directe et immédiate, une réponse précoce et puis engager vite la prise en charge. Et cette prise en charge va éliminer un certain nombre de choses et puis permettre à l'enfant justement de retrouver tous ces domaines de communication et puis de locomotion, ainsi de suite. Est-ce que dans notre société, vous pensez que les enfants à besoins spécifiques qui sont plus axés sur le handicap psychique, j'espère que je m'exprime clairement parce que c'est les mots clés, je ne veux pas, peuvent facilement s'épanouir dans le système éducatif ou alors il faut vraiment un système éducatif propre à eux? Alors, généralement, on parle souvent de l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire préparer un cadre qui doit accueillir tous ces enfants-là, qu'ils soient neurotypiques ou alors atypiques. Alors, les enfants à besoins spécifiques peuvent être accueillis dans tous ces environnements-là. Donc, c'est pas parce qu'un enfant est autiste, est trisomique ou alors est IMC, c'est-à-dire une infirmité motrice d'origine cérébrale ou pas. Cet enfant peut bénéficier justement d'une éducation. Aujourd'hui, on parlait de l'inclusion, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre enfant a un handicap, n'est-ce pas, qu'il doit être exclu. Donc, on accueille tous ces enfants. Donc, ce que je peux dire aux parents, c'est que quel que soit le handicap de votre enfant, au Cameroun, effectivement, l'environnement est préparé à recevoir tous ces enfants. Mais seulement, il faut savoir quel est justement le problème de l'enfant. Parce que même quand l'enfant va arriver à l'école, c'est pas parce que il est handicapé et que c'est l'inclusion que son problème sera résolu. Oui, il faut savoir l'accompagner. Il faut savoir l'accompagner et il y a un accompagnement qu'il va recevoir à l'école, mais il y a aussi un accompagnement qui doit continuer à la maison. Et quand tout cela n'est pas mobilisé, l'enfant va être accueilli à l'école, mais il sera... Ça va l'affecter quand même d'une certaine manière. Et maintenant, dans le cas de, par exemple, votre étudiante, c'est un cas qui est un peu généralisé, où un membre de la famille ou une partie de la famille rejette le handicap de l'enfant, même s'il est déjà établi, même pas l'expert. Qu'est-ce que vous lui conseillerez vraiment en tant que déjà éducateur et vous-même qui savez, vous êtes dans le domaine, quelles sont les étapes qu'elle peut prendre si jamais son conjoint finit par ne jamais accepter ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, à son niveau, pour aider son enfant? Alors, j'ai des cas de
Malheureusement, je vais commencer par de mauvais exemples. Oui. J'ai des cas de certains hommes qui ont divorcé juste parce que leur femme, n'est-ce pas, avait mis au monde un enfant vivant avec un handicap mental, Wow. en l'occurrence l'autisme. L'autisme. Donc, mais les mères ont supporté effectivement d'élever ces enfants-là jusqu'à devenir justement un peu plus épanouis, un peu plus grands. On a des cas à Douala, Issa Yaoundé, ainsi de suite. Donc, pour le cas dont je parlais tout à l'heure, moi j'ai dit à cette étudiante d'aller discuter avec son mari parce que elle s'y connaît. Oui, Elle est en elle éducation étudie ce spécialisée. domaine-là, Voilà, c'est ça. voilà, Elle peut elle aider s'y connaît. son Elle peut enfant. bien aider son enfant. J'ai dit d'aller discuter avec son mari, de dire à son mari que franchement, c'est pas parce que notre enfant a tel ou tel problème qu'il est perdu dans la vie. C'est-à-dire que effectivement, si je prends tout simplement le cas de l'autisme, c'est-à-dire que les enfants, il y a des enfants autistes qui réussissent à l'école. Mais très bien. Il y a même des high-level functioning, Qui sont même il y a des génies. génies. Oui. C'est ça. Et je peux même savoir, et d'après ce que la mère de l'enfant m'a dit, l'enfant effectivement peut bien s'en sortir à l'école. Donc le premier problème, c'est de reconnaître d'abord que l'enfant a un problème. Donc maintenant, quand les parents vont d'abord reconnaître que l'enfant a un problème, il faut d'abord entourer l'enfant justement d'une affection. Oui. Parce que justement, quand vous voyez les manifestations de la souffrance psychique, par exemple, chez les enfants à besoins spécifiques, Oui. vous allez voir un enfant autiste qui Mutile. voilà, qui Ça fait du mal. s'automutile, voilà. Donc en fait, il est en train de Parce qu'il souffre. Oui, il souffre à l'intérieur Il se et fait il est du en train mal à de... Oui, l'extérieur. effectivement. Donc, effectivement, il faut d'abord que l'enfant soit entouré, n'est-ce pas, de toute cette dimension Oui. affective-là. Il faut d'abord que les parents acceptent. Parce qu'il ne faut pas que les parents projettent sur l'enfant ce traumatisme-là, cette honte. Parce que justement, en Afrique, on a souvent tendance à taxer justement ces enfants-là d'enfants sorciers, Oui. d'enfants qui n'appartiennent pas à notre monde. C'est ça. Voilà. Donc, ce ne sont pas des enfants sorciers, c'est tout simplement, n'est-ce pas, un dysfonctionnement, n'est-ce pas, qui est au niveau du cerveau, Oui. qui a des causes multiples. Donc, si les parents acceptent donc justement que l'enfant a un problème et qu'il l'entoure justement de tout ce dont il a besoin sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, le reste peut suivre. Là maintenant on peut mobiliser et effectivement c'est un enfant qui a 4 ans et le diagnostic justement d'un enfant, surtout un enfant autiste, Oui. devrait normalement, la prise en charge devait se faire très tôt, avant l'âge de 3 ans. Ah, Or cet enfant a déjà 4 ans, jusque là l'enfant ne parle pas à 4 ans. à 4 Vous ans, c'est pas imaginez, normal. l'enfant ne parle pas à 4 ans, enfants jusque là parlent. les parents disent que ça va aller. ainsi de suite. Donc j'ai demandé justement à cet étudiant de me rencontrer et je voudrais aussi rencontrer le parent et je pourrais justement faire une Essayer de les évaluation. conseiller. Voilà, je voudrais faire une évaluation et puis faire un counseling pour prendre en charge l'enfant et mobiliser tout ce qu'il faut pour permettre justement une prise en charge justement de ces enfants-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. Oui. Aujourd'hui, il y a des approches ont beaucoup évolué justement c'est dans ça. le cadre de la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Donc, non seulement ils vont retrouver une réponse sur le plan éducatif, ils vont retrouver une réponse sur le plan environnemental. Même dans la société, aujourd'hui, la société africaine est en train de prendre conscience du fait que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est tout simplement un problème, n'est-ce pas, que l'enfant a au niveau du cerveau et qu'on peut résoudre à travers des méthodes de prise en charge. C'est vrai qu'on ne guérit pas justement du handicap, mais on peut quand même ça peut réduire, aller. voilà, On peut vivre avec. on peut Un vivre handicap, avec, c'est oui, pas la fin tout du à monde. fait. Il y a des enfants autistes qui ont eu à s'en sortir dans la vie, à créer des choses. Et d'ailleurs, même sont des génies. Hein. Et même dans les cas d'autisme grave, par exemple, où la personne est non-verbale, où Oui. la personne a vraiment un handicap psychomoteur prononcé, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas Et la fin du je monde. parle vraiment en connaissance de cause Voilà, parce voilà. que
quand vous racontez ce que vous dites sur tout ce qui est sorcellerie, etc., ça me fait beaucoup rire parce que mon frère jumeau est autiste, non-verbal en plus de ça. Et je me souviens quand on était petit, une fois, une dame est venue voir ma mère et elle a dit non, c'est sa jumelle là, vous savez, les jumeaux sont sorciers. Si vous la fouettez sans coup, elle va les laisser. Et moi, je regardais ma mère et je lui disais, je n'ai rien fait. J'avais peur qu'on me fouette sans coup, mais je me dis, imaginez si j'étais vraiment quelque part où on croyait en ça, que c'est la sorcellerie des jumeaux, j'ai arrêté mon frère, etc. Alors que je souffrais de son handicap au premier plan et j'allais encore probablement me faire fouetter. Dieu merci, mes parents n'ont pas accepté. Mais ce que vous dites, c'est très réel et c'est le vécu de nombreuses familles. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Tout à fait. Et vraiment, j'espère que la famille, on ne va pas trop tirer sur les papas, vont essayer de comprendre que ce n'est pas grave. Aujourd'hui, moi, mon frère ne parle toujours pas, mais c'est la personne la plus importante pour moi dans ma vie. Ça ne change rien à ce qu'il est comme humain ou ce qu'il m'apporte. Il m'apporte énormément. Voilà, tout à fait. Donc, j'aimerais dire aux gens que même si l'autisme est prononcé, même si cette personne-là ne parle pas, même si même pour se déplacer, c'est compliqué, ça reste votre personne. Tout à fait, tout à fait. Si elle est dans votre famille, c'est pour une raison. Le fait déjà de le voir, le fait déjà de le sentir, le fait déjà qu'il apporte cette présence, cette chaleur. La vie est précieuse. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne veut pas dire que ça sera facile ou que c'est facile. Hein. Vous l'avez dit, la prise en charge existe, non, même si elle est lourde. Mais c'est possible. Parce que je sais qu'il y a des années plus tôt, on avait dit à ma mère que mon frère ne survivrait pas plus de 7 ans. Aujourd'hui, il aura bientôt 30 ans. Voilà. Donc, je pense que des années plus tard, il y a quand même le travail qui est fait. Et je remercie vraiment les éducateurs comme vous qui forment justement les jeunes à cela. Tout à fait. Et donc, professeur, quelque chose m'intrigue beaucoup, c'est vous avez formé plusieurs personnes aujourd'hui. Où est-ce que ces personnes-là exercent? Parce qu'avant d'entendre ce que vous faisiez, je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de structure ici. Oui, effectivement, nous, à l'Université de Yaoundé 1, surtout au département de l'éducation spécialisée, nous formons effectivement des spécialistes en handicapologie mentale, psychique, gérontologie, en éducation inclusive, en handicapologie sociale. Alors, ces experts que nous formons, ces étudiants que nous formons, parfois, ils travaillent ils créent parfois des structures socio-éducatives pour accompagner justement ces enfants. Et ils sont parfois aussi recrutés, n'est-ce pas, dans les établissements où on retrouve des enfants à besoins spécifiques. Mais la majorité, n'est-ce pas, crée des structures socio-éducatives. J'ai par exemple pas mal d'étudiants, n'est-ce pas, qui ont déjà créé et qui reçoivent justement des enfants en stage aujourd'hui. Donc nous avons par exemple nous avons par exemple la structure comme ESEDA, Eturebe, Promandicam. Nous avons des étudiants qui sont là-bas, qui exercent là-bas et qui ont des résultats assez intéressants. Les parents, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas guérir justement du handicap, mais les parents sont vraiment satisfaits. Si les parents peuvent déjà dire que c'est à partir du travail des éducateurs spécialisés que les enfants ont eu, leurs enfants ont eu à émettre des premiers sons et qu'aujourd'hui peuvent déjà structurer des phrases et puis converser, c'est à mettre à la prouesse, n'est-ce pas, des enfants que nous formons. Donc je peux dire qu'effectivement nous sommes en train de faire un travail intéressant qui, à la longue, va permettre justement de faire en sorte que les parents puissent avoir espoir sur le fait que même si on a un enfant à besoin spécifique, qu'on ne puisse pas dire que le ciel nous tombe dessus. Baisser les bras, c'est ça. Chercher des solutions. Et si quelqu'un est intéressé par ce cursus-là, du coup, quels sont les prérequis? On va profiter puisqu'on a quand même le professeur ici. Qu'est-ce que la personne doit avoir? Est-ce qu'il faut un diplôme spécifique pour postuler? Est-ce que n'importe qui peut venir? Vraiment, c'est ouvert à qui? Non, il faut tout simplement avoir un baccalauréat, toutes séries confondues. Là où vous inscrivez à l'université, faculté des sciences de l'éducation, il y a un cursus, n'est-ce pas, qui commence depuis la première année. Vous pouvez vous inscrire là-bas et puis quand vous avez votre licence en sciences de l'éducation,
vous pouvez donc solliciter, n'est-ce pas, le département de l'éducation spécialisée. Voilà, pour se spécialiser. Oui, pour se spécialiser, oui. Et autre chose, c'est que si vous avez une licence en psychologie, vous avez une licence, vous pouvez directement vous inscrire en master éducation spécialisée. Donc, si on n'a pas la licence en psychologie, on est éliminé. Non, si vous n'avez pas une licence en psychologie, vous pouvez avoir une licence en sciences humaines, mais nous avons besoin de ceux qui ont une licence en psychologie. Ou alors, oui, ou alors vous vous inscrivez en première année en sciences de l'éducation. Voilà, là vous pouvez facilement, parce que pour prendre en charge un enfant à besoins spécifiques, il faut avoir des connaissances en biologie, en psychiatrie, en psychopathologie et en psychologie clinique. Donc, il y a ces différents aspects, n'est-ce pas, sur lesquels nous insistons. Si, par exemple, vous venez avec une licence en géographie ou alors une licence en histoire, ça c'est compliqué. C'est un peu compliqué, mais on va quand même voir comment on peut faire pour vous donner une formation assez solide. Ok. Est-ce que vous, le professeur, en tant que déjà éducateur, est-ce que vous accompagnez aussi les parents et les familles? Effectivement, moi, c'est le travail. Quand je suis sollicité, j'essaye toujours, n'est-ce pas, d'accompagner ces parents-là. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux exemples que j'ai pris tout à l'heure, les parents sont encore dans le déni. C'est ça. Mais je les comprends. Il faut éduquer, il faut sensibiliser. Oui, je les comprends. J'ai eu à faire une étude sur l'éducation inclusive dans l'Ofundi. Je suis allé dans un établissement où le directeur de l'école m'a dit que quand les parents des enfants à besoins spécifiques arrivent ici, c'est juste une sorte... les parents, oui, les parents veulent seulement se débarrasser de leurs enfants. Les parents ont cette honte-là de pouvoir porter justement ce fardeau. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a écrit sur ce handicap-là, avec toutes les recherches, avec tous les travaux, des évolutions, oui, effectivement, il ne faut plus avoir honte. Il faut aller vers les experts. C'est-à-dire que c'est le travail que nous faisons, le travail de sensibilisation, le travail d'accompagnement, le travail de diagnostic, d'évaluation et de prise en charge. Je pense que tous les enfants, n'est-ce pas, que j'ai pu qui sont passés par moi, les parents ont trouvé satisfaction. Donc, c'est le travail que nous faisons. Je pense que ce que nous pouvons dire aux parents, c'est tout simplement d'avoir espoir. Même si vous avez fait un enfant, vous n'avez pas sollicité le faire, mais quand ça arrive, il faut tout simplement l'accepter. Il faut gérer, comme il faut gérer. Et quand vous acceptez, il faut d'abord accepter et puis la suite. Nous sommes là pour ça, pour accompagner justement ces parents-là qui sont dans le détresse. Parce que les parents aussi doivent être accompagnés. Parce que les parents vivent aussi une certaine souffrance. Exactement. Être parent, c'est pas facile. C'est le métier le plus dur au monde. Il n'y a même pas le salaire. Surtout les mères. Surtout les mères. C'est ça. Parce que les pères, eux, ils ont tendance ils accusent les mères. Ils accusent les mères que c'est la mère qui était à l'origine. Mais c'est pas la mère. Ce n'est pas la mère celle qui fait l'enfant. C'est une association. C'est le handicap. Voilà, ça peut arriver. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est très intéressant ce que vous partagez avec nous là. Donc, s'il y a un parent qui nous regarde aujourd'hui, on veut lui dire que vraiment, on est là. Et que ce n'est pas la fin du monde. Le professeur Baningel est là avec toute une communauté d'étudiants, passés, présents, futurs, pour nous soutenir. Professeur, je vous remercie une fois de plus pour votre présence. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense que nous sommes là pour aider la société à avancer. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons besoin justement des enfants, quel que soit le problème qu'ils ont. Merci. Comme vous l'avez suivi, le professeur est là pour nous. Avoir un enfant proche ou éloigné de nous qui souffre de problèmes psychiques ou qui a un enfant à besoin spécifique n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est l'occasion pour nous d'explorer d'autres choses. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine. Merci.